commencer. Donc bonsoir à tous. Vous êtes répartis un peu partout dans la salle. Là, je ne sais pas si c'est de manière aléatoire. On va voir, puisque le thème ce soir, c'est les probabilités. Donc moi, je suis Guillaume Moussard. Je suis professeur au lycée du Grand Nouméa, en classe préparatoire ECT. Et je suis également chercheur en histoire des mathématiques au laboratoire Jean Leray de l'Université de Nantes. Je voudrais remercier d'abord les gens qui ont participé à l'organisation de cette semaine des maths et puis qui m'ont proposé de venir parler ce soir. Donc Michel Roy, Jean-Claude Lindauer, merci. Et également les gens qui se sont investis pour pouvoir communiquer l'information. Merci Bianca et merci aussi à Soazig Lemoylik. Je ne sais pas si elle est là ce soir, je pense pas. Voilà. Donc le thème des probabilités, c'est le thème qu'on a travaillé, nous, au lycée du Grand Nouméa cette année, dans un groupe IREM. Alors, 2 mots pour dire qu'est-ce que c'est qu'un IREM. C'est un institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques. Ce sont des groupes pluricatégoriels qui regroupent dans chaque académie des professeurs de mathématiques, éventuellement des chercheurs en mathématiques et des personnes qui s'intéressent aux mathématiques. Ça peut être aussi des professeurs de philosophie, des professeurs de sciences, vous voyez, pourquoi pas de lettres. Donc il y a des groupes IREM dans toutes les académies de métropole et d'outre-mer. Et depuis cette année, il y a des groupes IREM en Nouvelle-Calédonie. C'est une nouveauté 2017 dont on ne peut que se féliciter. Voilà, donc il y a au lycée du Grand Nouméa un groupe IREM. Voilà, c'est des gens qui se réunissent une fois par mois dans une ambiance très conviviale pour ce qui nous concerne, pour lire des textes d'histoire des mathématiques. Et donc cette année, on a travaillé là-dessus, sur les textes d'histoire des probabilités. Donc ce que je vais vous raconter ce soir, c'est on va essayer de brosser un petit peu une histoire de la théorie des probabilités, en allant de l'échange épistolaire entre Pascal et Fermat en 1654, autour du fameux problème des parties, jusqu'à la formulation de la théorie des probabilités dans le cadre de la théorie des ensembles par Kolmogorov en 1933. Vous voyez, donc on va essayer de balayer un petit peu cette période historique. Et comme le thème cette année de la semaine des maths, c'est mathématiques et langage, qui est un super bon thème, au cours de notre promenade historique, on va être particulièrement attentif aux questions qui touchent au langage. Voilà. Alors, je vais commencer par une citation parce que ça m'a pris au début, ça m'a posé quelques difficultés d'essayer de penser ce thème mathématiques et langage, parce qu'il m'a semblé qu'immédiatement ça posait la question de pensée et langage. Voilà, comment s'articule la pensée et le langage, qui est une question qui m'a paru difficile. Donc, je suis très content d'avoir trouvé une citation dans l'ouvrage de Georges Ifra, l'histoire universelle des chiffres. Où il cite un ouvrage de Charlie Gounet, qui est un ouvrage de la collection Que sais-je sur l'écriture. Voilà. Parce que moi, je vais parler uniquement de langage écrit ce soir. C'est mathématiques et langage écrit. Voilà, alors je vous propose de lire cette citation qui, à mon avis, à mon sens, fixe déjà un bon cadre à cette réflexion sur mathématiques et langage écrit. Donc. Alors voilà la citation de Charlie Gounet. En rendant la parole muette, l'écriture ne la garde pas seulement. Elle réalise, en outre, la pensée, qui jusque-là reste à l'état de possibilité. Les traits les plus simples dessinés par l'homme sur la pierre ou sur le papier ne sont pas qu'un moyen, ils enferment aussi et ressuscitent à tout instant sa pensée. Au-delà d'un mode d'immobilisation du langage, l'écriture est donc un nouveau langage, muet, certes, mais qui discipline la pensée et l'organise en la transcrivant. L'écriture est non seulement un procédé destiné à fixer la parole, un moyen d'expression permanent, mais elle donne aussi directement accès au monde des idées. Voilà. J'ai trouvé cette citation très claire, donc je me suis dit il vaut mieux que je la reproduise plutôt que d'essayer de le dire moi-même. Donc l'écriture réalise la pensée, c'est-à-dire qu'effectivement, une pensée finalement ne devient tangible, ne prend corps qu'à partir du moment où elle est exprimée d'une façon qui peut être consignée par des signes écrits. Voilà, ça c'est clair. Donc l'écriture permet de donner corps à la pensée, finalement. Et ce qu'on voit en dessous, c'est qu'en
en retour de cela, la difficulté d'écrire la pensée avec la grammaire que ça impose, c'est-à-dire de respecter les règles de ce langage qu'on va employer, à son tour agit sur la pensée elle-même. C'est-à-dire que ce que Ygunet écrit, l'écriture discipline et organise la pensée. Donc il y a un jeu d'aller-retour comme ça entre l'écriture qui me permet de formuler ma pensée et le langage que j'ai choisi qui m'amène à retravailler ma pensée, finalement à penser dessus. Voilà, ça, ce jeu d'aller-retour est très intéressant et on verra qu'en mathématiques, effectivement, il est assez intéressant. Et enfin, l'écriture donne accès au monde des idées. Donc effectivement, l'écriture, en permettant d'écrire des signes, de traduire sa pensée par des signes, nous permet d'avoir ces signes sous les yeux, hein, et donc de les méditer, hein, de réfléchir dessus, de revenir dessus. Et ça, bien sûr, ça évoque tout à fait le travail des mathématiciens, hein, qui sans cesse, ayant écrit leurs idées, reviennent sur ces idées, les retravaillent grâce finalement à l'écriture qui permet à un moment donné de les fixer. Voilà. Alors ça, c'était donc une première citation. Je voudrais vous en proposer une deuxième, hein, puis après on rentrera dans le vif du sujet. Une deuxième citation qui est une citation d'un mathématicien qui s'appelle William Thurston, qui a écrit un article en réponse à d'autres mathématiciens qui avaient écrit un petit peu un article qui se voulait un petit peu, comment dire, provocateur sur les mathématiques. C'est un article qui a été pas très bien reçu dans la communauté mathématique. Et donc William Thurston essaye de répondre en essayant d'expliquer qu'est-ce que c'est pour lui finalement le travail d'un mathématicien. Donc c'est intéressant, hein, c'est pas des textes, il n'y a pas beaucoup de textes de ce genre dans la littérature où des mathématiciens essayent d'expliquer qu'est-ce que c'est leur métier, qu'est-ce qu'ils font. Et surtout, William Thurston essaye de contrer l'idée selon laquelle le travail d'un mathématicien, c'est de démontrer des théorèmes. Voilà. Il dit, non, vous allez voir, il dit, bon, le travail du mathématicien, c'est pas seulement d'écrire des démonstrations de théorèmes, comme si on avait une liste de théorèmes à démontrer, puis que le mathématicien se saisissait de l'un après l'autre pour, vous voyez, puis il a bien travaillé s'il a démontré les problèmes. Voilà, voilà ce qu'écrit William Thurston. Nous, les mathématiciens, devons fournir des efforts bien plus importants au service de la communication des idées mathématiques. Pour ce faire, nous devons accorder beaucoup plus d'attention à la communication, non seulement de nos définitions, de nos théorèmes et de nos preuves, mais aussi de nos façons de penser. Nous devons valoriser les différentes façons de penser d'une même structure mathématique. Nous devons consacrer beaucoup plus d'énergie à la compréhension et l'explication des infrastructures mentales des mathématiques, et par conséquent moins d'énergie aux résultats récents. Cela implique le développement d'un langage mathématique efficace dans le but radical de transmettre des idées à des personnes qui n'en disposent pas encore. Voilà. Donc, ce qu'on lit là, c'est que finalement, l'enjeu des mathématiques et donc de la production d'un langage mathématique n'est pas seulement de démontrer des théorèmes, hein. Il s'agit surtout de trouver les moyens, finalement, d'exprimer sa pensée, hein. D'exprimer sa pensée pour pouvoir l'écrire et pour pouvoir la communiquer. C'est-à-dire de trouver finalement des signes, des formes, des schémas, des mots aussi, hein, pour élaborer et façonner sa pensée de sorte qu'elle soit communicable. Donc, les mathématiciens raisonnent sur des objets de la pensée, hein, des idées. Et donc, la question du langage en mathématiques, à mon avis, est celle de trouver un mode d'expression de ces idées qui leur confère une existence, finalement, et qui permettent de travailler sur elles. Voilà. Voilà comment je voudrais situer cette problématique des mathématiques et du langage. Alors, on en arrive à notre sujet, voilà, l'histoire des probabilités, la théorie des probabilités. Alors, beaucoup de mathématiciens situe la naissance de la théorie des probabilités dans cet échange entre Pascal et Fermat, donc que j'évoquais tout à l'heure, en 1654. Pascal et Fermat ont un échange de lettres. Hein, au XVIIe siècle, les mathématiciens communiquent beaucoup par lettres, hein, et se soumettent des problèmes. Voilà. Alors là, le problème dont il est question, c'est un problème qu'on appelle le problème des parties. C'est le problème suivant. On joue à un jeu de hasard, vous voyez, et on dit, le premier qui a gagné 5 parties remporte les mises, d'accord ? Les 2 joueurs misent, ou tous les joueurs misent. Le premier qui a remporté 5 parties repart avec toutes les mises. Alors on commence à jouer, et puis on n'a pas le temps de finir le jeu, vous voyez ? Alors par exemple, on est à 3-1,
comment faut-il répartir les mises? On n'a pas le temps de finir. Voilà le problème des parties. Alors ce problème des parties est connu bien avant le XVIIe siècle. On le trouve dans le Liber Abaci, par exemple au XIIe siècle, de Fibonacci. On le trouve également dans des traités d'arithmétique commerciale dans les siècles suivants. Donc c'est pas un problème nouveau. Mais Fermat et Pascal sont les deux premiers qui produisent des solutions qui vont être satisfaisantes, c'est-à-dire qui seront reconnues par la suite comme étant des solutions satisfaisantes du problème, ce qui n'était pas le cas des solutions qui avaient été proposées auparavant. Et alors c'est un problème effectivement très important dans l'histoire de la théorie des probabilités, parce que tous les mathématiciens après eux qui vont écrire sur les probabilités vont tous donner leur solution du problème des parties. Vous voyez, le problème des parties fonctionne vraiment comme une espèce d'étalon. Tout mathématicien dans les 2 ou 3 siècles qui suivent, qui va écrire sur les probabilités, va donner lui sa méthode pour résoudre le problème des parties. Donc c'est un espèce de faire-valoir, voilà, de la qualité des méthodes qui sont proposées. Donc ce problème des parties traverse toute l'histoire de la théorie des probabilités. Alors, vous êtes impatient de connaître son énoncé, le voici, tel qu'on le trouve dans un traité du triangle arithmétique de Blaise Pascal, publié en 1665. Donc, vous voyez, c'est amusant, c'est écrit dans un français qui est un petit peu qui fleure bon l'ancien temps. Donc, étant proposé 2 joueurs, à chacun desquels il manque un certain nombre de parties pour achever. Donc, voilà, pour achever, vous avez compris, c'est pour l'emporter. Trouver par le triangle arithmétique le parti qu'il faut faire s'ils veulent se séparer sans jouer, eu égard aux parties qui manquent à chacun. Voilà. Alors là, Pascal propose par le triangle arithmétique, parce que comme je vous le disais, Pascal, dans cet ouvrage, présente son triangle arithmétique qui s'appelle toujours aujourd'hui triangle de Pascal. Et le triangle de Pascal fournit une solution assez simple au problème des parties. Finalement, je peux vous la dire en 2-3 mots. S'il manque P partie à l'un et Q partie à l'autre, vous voyez, pour gagner, vous allez dans la ligne du triangle de Pascal numéro P plus Q. Et si vous prenez les P premiers nombres et que vous les ajoutez, et par ailleurs les Q derniers nombres et que vous les ajoutez, ça vous donne le ratio dans lequel il faut partager les mises. Vous voyez, donc le triangle des Pascal fournit une solution très élégante du problème des parties, à condition d'avoir écrit le triangle de Pascal jusqu'à la P plus Q-ième ligne. Bon. Pour démontrer ce résultat, Pascal utilise pour la première fois un raisonnement par récurrence. Donc ce traité du triangle arithmétique, c'est aussi le premier ouvrage dans lequel on trouve formulé le raisonnement par récurrence. Alors, voyons un petit peu comment procède Pascal pour résoudre le problème. Alors, premier exemple. Posons que 2 joueurs jouent en 3 parties, qu'ils ont misé chacun 32 pistoles, qui doit être une unité monétaire de l'époque, et que le premier ait déjà gagné 2 parties et l'autre 1. Voilà, donc il y a 2-1. Et il faut gagner 3 parties pour l'emporter. Mais on s'arrête à 2-1, on n'a pas le temps et il faut partager les mises. Alors si le premier gagne à 2-1, le premier se retrouve à 3-1, donc il a gagné. Donc il part avec 64 pistoles et l'autre rien. Si par contre le deuxième gagne, il se retrouve à 2 partout et donc il partage les 2 mises, il se retrouve à 32 partout. Voilà. Donc Pascal conclut, le premier doit dire « je suis sûr d'avoir 32 pistoles ». Voilà comment raisonne Pascal. Il dit finalement le premier, il a 32 pistoles, parce que quoi qu'il se passe, il a 32 pistoles. Qu'il perde, qu'il gagne, et il les a, ces 32. Car la perte même me les donne, dit-il. Mais pour les 32 restantes, vous voyez, peut-être qu'il les aura, peut-être qu'il les aura pas. Donc il en prend la moitié, 16. Et donc Pascal propose la solution de partager en 48 pistoles et 16 pistoles, voilà les 64 pistoles de mise, si le score s'arrête à 2-1. Alors maintenant, comment on va effectuer le partage? Dans le deuxième exemple, posons que le premier est 2 parties et l'autre point, c'est-à-dire qu'il y a 2 zéros. Comment est-ce qu'on partage les mises? Alors à 2 zéros, si le premier gagne, à 3 zéros, donc il remporte les 64 pistoles. Si le deuxième gagne, on se retrouve à 2-1. Mais 2-1, on sait, nous, comment il faut répartir, puisqu'on vient de le voir, c'était le premier exemple. Donc, finalement, si le premier gagne, on a 64-0. Si le deuxième gagne, c'est la solution de l'exemple précédent, 48-16. Donc, Pascal va dire, le premier a 48 pistoles d'acquises, et pour les 16 restantes, il faut les partager en 2. Donc, le partage se fait en, si je ne me trompe pas, 56-8. Donc, ce qu'on voit là, et du coup, on devine un petit peu pourquoi un raisonnement par récurrence, vous voyez, on voit qu'on arrive à calculer les parties de proche en proche, à partir
la répartition à 2,0, on en a déduit à 2,1, on en a déduit la répartition à 2,0. Donc on voit qu'il y a une structure là de récurrence derrière. Voilà. Alors, donc ces deux méthodes sont différentes. Pardon, ces deux méthodes, j'en ai montré qu'une. Alors voilà, il y a un petit tableau récapitulatif de Pascal là. Alors comment ça se lit? Donc vous voyez que cette fois-ci on ne joue plus chacun 32, mais on joue chacun 256. Vous comprenez que c'est pour éviter d'avoir des nombres non entiers. Donc selon en haut le nombre de parties qu'il faut gagner pour l'emporter, et en ordonnée vous avez la valeur de chaque partie. Ça signifie que, vous voyez, si je prends la première case en haut à gauche, si je joue donc en 6 parties, en ayant misé 256 pistoles chacun, la première partie me vaut 63 pistoles. C'est-à-dire que la première partie, si je la gagne, elle me fait gagner 63 pistoles sur la mise de l'autre, vous voyez, déjà. Hein, vous voyez ce que ça veut? C'est bon? Et donc la deuxième partie me fait pas gagner à nouveau 63 pistoles, puis 56, 42, 24, 8. Donc si vous faites la somme de cette colonne, j'imagine qu'on va trouver 256. Donc voilà, Pascal récapitule dans un tableau pour jusqu'à 6 parties, les valeurs des parties. Vous voyez qu'il y a deux mots parties. Hein. Il y a un mot partie féminin qui est le jeu, et partie masculin qui est les sommes qu'on se répartit lorsqu'on s'interrompt avant la fin du jeu. Alors voilà la méthode de Fermat. Donc Pascal et Fermat s'échangent une suite de lettres. Hein. Alors voilà. Alors là c'est Pascal qui parle, qui répond à Fermat en lui décrivant sa méthode telle qu'il l'a comprise. Donc c'est Pascal qui parle, mais de la méthode de Fermat. Voici comment vous procédez quand il y a deux joueurs. Si deux joueurs jouant en plusieurs parties se trouvent en cet état, qu'il manque 2 parties au premier et 3 au second. Donc là on ne connaît pas le score, mais on sait que le premier, il lui manque 2 parties pour arriver à la victoire, et le deuxième, il lui en manque 3. Et alors, plus loin. Et parce qu'il manque 2 parties au premier joueur, toutes les faces qui ont 2A le font gagner. Alors, vous voyez que dans un tableau, Fermat écrit petit a quand c'est le premier joueur qui gagne, petit b quand c'est le deuxième joueur qui gagne. Donc, la première ligne, A, c'est le premier joueur qui a gagné successivement 4 parties. Deuxième ligne, le premier joueur a gagné 3 parties et l'autre 1, etc. Alors je reprends mon texte. Donc, il y en a 11 pour lui. Alors, dans la colonne de gauche, de droite, Fermat écrit qui a gagné. Alors, donc je vous rappelle, il manque 2 parties au premier joueur, il en manque 3 au deuxième. Donc, il joue. J'ai pas un pointeur, non? T'as pas un pointeur. Alors, donc il joue. Prenons la première ligne. Donc, le premier gagne. Donc, il lui manque plus qu'une partie à gagner. A. Le deuxième, le premier gagne aussi la partie suivante. Donc le premier a gagné 2 fois, c'est terminé. D'accord? La première ligne, avec les 2 premiers A, le premier il lui manquait 2 parties, il a gagné les 2 premières, c'est terminé. Mais vous voyez que Fermat continue, il écrit quand même A. En fait, il imagine que le jeu se poursuit, alors qu'en réalité, il n'y a pas de raison de se poursuivre. Il imagine des parties fictives. Alors on comprend pourquoi, parce que ça lui permet finalement de dresser une liste d'issues qui ont toutes la même chance. Hein. Voilà, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt d'écrire A, B, c'est-à-dire que ces 2 premières lignes, en fait, dans les 2 cas, elles se seraient arrêtées après 2A. Mais il poursuit quand même l'énumération pour bien trouver le nombre de cas favorables pour que le premier gagne par rapport au nombre de cas favorables pour que le deuxième gagne. Donc, on voit dans la colonne de droite qu'il y a 11 parties qui donnent le premier gagnant et 5 qui donnent le deuxième gagnant. Donc, voilà dans quel rapport ils doivent se partager les mises. Voilà votre méthode, dit-il. Bon. Alors, donc, bon, ce sont 2 méthodes tout à fait différentes. Hein. On a vu que la méthode de Pascal est plutôt récursive. Elle s'appuie sur un raisonnement par récurrence. Et la méthode de Fermat consiste plutôt à énumérer des possibilités, quitte à écrire des parties fictives, hein, pour pouvoir ensuite dénombrer les cas favorables à l'un et les cas favorables à l'autre. Et donc ensuite répartir les mises. Qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue du langage de ces productions? Bon, bah, ce sont des productions qui sont écrites dans un langage courant. Hein, néanmoins, on peut quand même être attentif au fait que on a des présentations sous forme de tableaux. Hein,
et qu'un tableau, c'est quand même pas tout à fait la même chose qu'un discours de mots. Et que quand on a regardé là à l'instant ces tableaux ensemble pour essayer de les comprendre, comment est-ce qu'on s'est comporté, l'œil se promène un petit peu, l'œil se promène dans ces tableaux et puis finalement finit par construire de la cohérence et du sens d'une manière tout de même différente d'une lecture d'un texte écrit en mots. Donc on voit qu'on est sur une forme de langage qui est différente du texte. Une autre chose qu'on peut remarquer, puisque cet échange est considéré par bien des mathématiciens comme l'acte fondateur de la théorie des probabilités, c'est qu'il y a un mot qui n'apparaît pas. C'est le mot probabilité. Il n'a pas été question là du mot probabilité. En fait, ce mot probabilité, il existe pourtant déjà dans la langue française, et d'ailleurs on le trouve beaucoup dans l'œuvre de Pascal, mais dans son œuvre philosophique pour le coup. Vous voyez, Pascal utilise beaucoup les mots probable, probabilité dans son œuvre philosophique. Il ne l'utilise pas dans ce contexte-là, parce qu'à ce moment-là, le mot probable a un sens en français qui est ce qui est digne d'approbation. Voilà, probable, ce qui est digne d'approbation. Bien. Alors, je passe à une nouvelle étape. On avance un petit peu dans le temps pour aller regarder un autre travail, celui de Jacques Bernoulli, dont le nom est resté aussi célèbre en probabilité. Alors, Jacques Bernoulli, lui, par contre, va parler de probabilité. Alors, deux mots justement sur un petit peu la constitution de ce concept de probabilité, dont je viens de dire qu'il avait auparavant le sens de ce qui est digne d'approbation. Voilà un extrait d'un article sur cette question de Gérard Jorland. Donc, le concept traditionnel médiéval de probabilité qualifiait une opinion. Une opinion était probable si elle était attestée par une autorité, notamment celle des livres anciens. Et si à la Renaissance, la nature se substitue aux bibliothèques, elle est conçue sur le même mode, celui d'un livre qui fait autorité, puisque son auteur est Dieu lui-même. Il faut donc apprendre à lire les signes naturels et à les interpréter. Et c'est la répétition d'un signe qui le transforme en preuve. Le probable apparaît ainsi en même temps comme un degré de croyance, comme une opinion attestée par une autorité et comme une fréquence stable. Voilà, donc Gérard Jorland nous indique que le concept de probabilité s'est forgé à la croisée des concepts de degré de croyance, d'opinion attestée et de fréquence stable. Alors, voyons un petit peu ce qu'en dit Bernoulli. Alors, avant de... Bon. Donc, voilà ce qu'écrit Bernoulli donc, dans son ouvrage Ars Conjectandi, ce qui veut dire l'art de conjecturer, qui est publié en 1713. La probabilité est en effet un degré de la certitude. Si la certitude intégrale et absolue, que nous désignons par la lettre A ou par l'unité 1, est constituée, supposons par exemple, de 5 probabilités ou parties, dont 3 militent pour qu'un événement existe ou se produise, les autres s'y opposant, nous dirons que cet événement a 3/5 de A ou 3/5 de certitude. Vous voyez, Bernoulli, effectivement, définit la probabilité comme étant une fraction de la certitude, une part de certitude. Bon. Alors, il s'empresse, vous allez voir, de dire que c'est un emploi du mot probable qui ne correspond pas à celui qui est fait dans la langue courante. Mais sera donc dit plus probable qu'une autre chose, ce qui a une plus grande part de certitude. Bien qu'en fait, d'après le langage courant, soit dit probable ce dont la probabilité dépasse notablement la moitié de la certitude. Vous voyez, donc, probable a un certain sens dans le langage courant, ça veut dire, c'est probable dans le langage courant, ça veut dire, c'est bon, on peut donner foi à cette affirmation, alors que lui, donc, Bernoulli va employer le mot probable, probabilité dans un sens différent, donc il l'explique très clairement. Voilà. Donc effectivement, les mathématiciens font souvent ça. Les mathématiciens empruntent souvent des mots de la langue courante pour désigner des concepts nouveaux des mathématiques. La plupart des mots en mathématiques ont déjà un sens dans la langue courante avant d'avoir un sens en mathématiques. Alors, bon, c'est une chose sur laquelle on peut s'interroger. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure.
est-ce qu'il ne faudrait pas inventer une langue des mathématiques finalement? Non. C'est des entreprises qui ont été tentées, pas toujours avec beaucoup de succès. Alors en fait, ce qu'il faut dire de Bernoulli, c'est que parce qu'on peut se demander pourquoi tout d'un coup il y a un concept de probabilité qui apparaît. On a vu que Pascal et Fermat n'en avaient pas besoin pour résoudre les problèmes de jeux de hasard. Alors en fait, Bernoulli veut étendre son concept son calcul des probabilités à la vie réelle. Voyez, c'est-à-dire que jusque-là, le calcul des probabilités était confiné aux jeux de hasard. Vous voyez, on tirait des boules dans des urnes, des cartes dans des jeux de cartes, on lançait des dés, etc. Il s'agissait de calculer surtout combien on pouvait gagner. Alors Bernoulli a l'ambition d'étendre ce calcul à la vie réelle, c'est-à-dire à la météorologie par exemple, à l'étude des maladies, ou encore à l'étude des aptitudes individuelles. Bon. Par exemple, si une personne a la peste, quelle est la probabilité qu'elle survive? Bon. Alors, quels sont les cas favorables, quels sont les cas défavorables? Oui, il est confronté là à l'impossibilité de dénombrer de façon convaincante les cas favorables et les cas défavorables. Alors, ce qu'il envisage, c'est un autre chemin, comme il va le dire lui-même, que le dénombrement des cas possibles, celui de l'observation de l'issue de plusieurs exemples. Donc, on va répéter l'expérience, on va observer les issues, et puis on va tâcher d'en déduire la probabilité. Alors, bon, je sais que pour vous, ça c'est peut-être quelque chose qui peut vous paraître évident, mais là, il faut bien saisir que c'est pas du tout évident. Il est en train d'étendre un domaine nouveau, finalement, ce calcul des probabilités. Alors, la question qui se pose, il y a une question mathématique qui se pose là. Et Bernoulli va la poser et va démontrer justement son fameux théorème. Quand j'observe la répétition d'exemples, bon, bien sûr, mes fréquences se rapprochent de la probabilité. Ça, Bernoulli dit, je crois, n'importe quel idiot peut s'en convaincre. Un homme aussi stupide qu'il soit peut s'en convaincre. Bien sûr que plus je vais observer de répétitions, plus ma fréquence va s'approcher de la probabilité. Mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? Elle va se rapprocher de la probabilité, mais jusqu'à quel point? Donc voilà le problème que soulève Bernoulli. Lui, il veut montrer que, en fait, on peut répéter, quitte à répéter suffisamment de fois l'expérience, on peut dépasser n'importe quel degré de certitude, finalement, que la probabilité, que la fréquence observée va être proche de la probabilité. Alors, je vais vous montrer ça sur un exemple. Voilà ce que dit Bernoulli. Mais à la vérité, ici s'offre à nous un autre chemin pour obtenir ce que nous cherchons. Ce qu'il n'est pas donné d'obtenir a priori, l'est du moins a posteriori. C'est-à-dire qu'il sera possible de l'extraire en observant l'issue de nombreux exemples semblables. Alors voilà un exemple. Je suppose que dans une urne, à ton insu, soient placées 3000 pierres blanches et 2000 pierres noires. Je suppose que pour connaître leur nombre par expérience, tu tires une pierre après l'autre, donc avec remise. Donc, il y a une urne avec des pierres. Bon, celui qui tire ne sait pas combien il y en a. Nous, on sait, bon, pour l'exemple, qu'il y en a 3000 blanches et 2000 noires. Bon, il tire hop, une blanche, hop, une noire. Bon, alors, nous, évidemment, on comprend que la probabilité de tirer, par exemple, une noire serait 3/5. Mais donc, moi, je tire des billes, donc j'ai une fréquence observée du nombre, une fréquence de noirs observée. Et puis, jusqu'à quel point et dans quelle mesure cette fréquence va s'approcher de 3/5 de la probabilité? Alors, Bernoulli écrit « Je voudrais que le rapport fût admis avec une certaine latitude, c'est-à-dire compris entre une paire de limites, pouvant être prises aussi approchées qu'on voudra. Assurément, si nous prenons les deux rapports 301 sur 200 et 299 sur 200, ou 3001 sur 2000 et 2999 sur 2000, etc., on montrera que l'on peut arriver à ce que le rapport trouvé grâce à des expériences recommencées de nombreuses fois tombe entre ces limites, plus probablement de toute probabilité donnée qu'en dehors. C'est-à-dire, on se fixe une paire de limites, autour donc de 3/2, qui est le rapport entre le nombre de noirs et le nombre de blanches. Une fois cette paire de limites fixée, il veut démontrer que c'est possible, à condition de répéter suffisamment l'expérience, d'être certain que la fréquence observée sera entre ces limites, avec un degré de certitude aussi grand que je veux. C'est-à-dire que si on se fixe un degré de certitude à 99%,
eh bien, il y a un nombre n de répétitions à faire pour être sûr, à 99%, que la fréquence observée sera bien entre ces deux limites. Je suis arrivé à le dire, c'est pas facile. Alors, comment va faire Bernoulli pour démontrer son théorème? Alors, il va recourir, vous voyez, au langage abstrait. Pour expédier avec toute la brièveté et toute la clarté possible une affaire dont la démonstration est longue, je vais m'efforcer de tout réduire à la mathématique abstraite. Alors ça, c'est très intéressant. L'expression mathématique abstraite est intéressante. Effectivement, les mathématiques sont abstraites, c'est-à-dire qu'elles manipulent des idées. Hein. Quand on écrit 2 plus 2 égale 4, voilà, 2 c'est une idée, 2 c'est un concept. Et quand on écrit, alors c'est un concept qu'on écrit avec un signe, 2, voilà. Bon, celui-là ou un autre. Hein. Et 2 plus 2 égale 4, voilà, on écrit une relation entre des signes, hein, finalement, qui traduit une relation entre des idées et qui sont parfaitement abstraites. Mais en même temps, 2 plus 2 égale 4, on en a une certitude quand même bien établie. Bon, alors vous voyez, j'ai mis une petite image pour essayer d'illustrer ce que c'est que cette mathématique abstraite. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit des signes qui représentent des opérations, hein, plus, diviser, point pour la multiplication. On voit des lettres, puis on voit des signes auxquels on n'est pas habitué, une sorte d'infini qui traduit plutôt l'égalité. Bon. Alors, ce langage, puisqu'il s'agit bien d'un langage, là, hein, ce langage a été créé progressivement dans le cadre de l'algèbre. Vous voyez, c'est dans le cadre de l'algèbre que petit à petit, on s'est mis à utiliser des raccourcis. Hein. Par exemple, à la place de plus, on écrivait P. Hein. Par exemple, à la place de la chose, on écrivait X. Petit à petit, on a raccourci les écritures, bon, pour une raison évidente. Et puis, finalement, petit à petit, on en est arrivé à un langage purement symbolique, dont les mots ont complètement disparu. Hein. Et je dirais même que c'est encore plus que ça, un langage complètement symbolique, mais en plus, avec des symboles qui arrivaient à traduire des choses que pour le coup, on ne savait plus dire avec des mots. Vous voyez, par exemple, racine de 2, c'est un signe qui permet de désigner quelque chose qu'on ne sait pas dire. On ne sait pas ce que c'est que racine de 2, mais on a un signe pour l'écrire. Donc ce signe, finalement, en quelque sorte, lui confère une existence que le langage serait bien en peine d'expliquer. Ou si je pense aussi, par exemple, au nombre i, hein, le nombre imaginaire i, bon, on l'écrit, il a une cohérence dans ce système de signes, mais on serait bien en peine d'expliquer qu'est-ce que c'est que i. Bon. Voilà. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce langage-là, qu'on a sous les yeux, qu'on pourrait appeler calcul littéral, par exemple, bon, il a pris son autonomie petit à petit. Hein. Il s'est autonomisé de ce domaine de l'algèbre dans lequel il a pris naissance. Il s'en est autonomisé jusqu'à finalement acquérir une cohérence propre. Et finalement, à force de le pratiquer, il devient même une source de certitude. On arrive à dégager des certitudes de ce langage symbolique. Voilà. Alors, du coup, alors oui, ce que je voulais dire, c'est que ce langage symbolique, donc, qui est né dans le cadre de l'algèbre, c'est-à-dire la science des équations, a pris son autonomie et peut même a été employé dans d'autres domaines des mathématiques. Hein. Par exemple, Descartes utilise l'algèbre en géométrie, oui, avec beaucoup de succès. Et c'est-à-dire que ça lui permet d'étudier, par exemple, les courbes géométriques en étudiant les propriétés algébriques de leur équation. Vous voyez, donc, et ça s'est montré évidemment extrêmement fructueux, on fait encore comme ça aujourd'hui. Bernoulli, lui, utilise ce langage algébrique dans le cadre des probabilités, voilà, pour démontrer son théorème. Alors son théorème, je ne rentre pas dans le détail de la démonstration, ça consiste à écrire ce qu'on appelle nous des coefficients binomiaux, hein, et puis à raisonner sur ces coefficients binomiaux. Alors en fait, ce que vous avez sous les yeux, c'est plus ou moins des coefficients binomiaux, mais qui sont écrits d'une manière qui n'est pas encore très synthétique. Alors j'en viens maintenant, j'ai terminé avec Bernoulli, j'en viens à Laplace. Laplace publie en 1814 une théorie analytique des probabilités. Alors je voudrais m'intéresser à deux mots qui sont dans ce titre, théorie et analytique.
Alors, qu'est-ce qui fait que Laplace désigne son travail par le mot théorie, alors qu'on a vu que Bernoulli, lui, a écrit un ouvrage qui s'appelle Ars Conjectandi, l'art de conjecturer, c'est-à-dire l'art de mesurer la probabilité des choses. Donc, l'ouvrage de Bernoulli, bon, on a vu, il est centré beaucoup autour de son théorème, et puis d'une espèce de savoir-faire de calcul des probabilités. Alors, Laplace, lui, cherche plutôt à constituer une théorie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il va commencer son introduction. Il y a une très grande introduction au début de cet ouvrage, plus de 100 pages d'introduction. Et tout au début de l'introduction, il énonce un certain nombre de principes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des principes ? Ça veut dire des propositions à la fois fondamentales, essentielles, et qui tracent un petit peu les contours d'un domaine, là, domaine des probabilités, et qui précisent les concepts qui sont à l'œuvre. Vous voyez, probabilité, espérance, événement, des choses comme ça, et qui précisent comment est-ce que ces concepts agissent entre eux. Alors voilà un petit peu quelques-uns des premiers principes qu'on trouve au début de l'ouvrage. Donc, premier principe, la probabilité est le rapport du nombre des cas favorables à celui de tous les cas possibles. Bon, très bien. Troisième principe, un petit peu plus loin, si les événements sont indépendants les uns des autres, la probabilité de l'existence de leur ensemble est le produit de leur probabilité particulière. Bon, moyennant le langage utilisé, on retrouve un résultat que l'on connaît. Quatrième principe, quand deux événements dépendent l'un de l'autre, la probabilité de l'événement composé est le produit de la probabilité du premier événement par la probabilité que cet événement étant arrivé, l'autre aura lieu. Ouais, c'est joli. Il s'efforce d'écrire tout ça dans un français bien écrit et compréhensible. Et puis, j'en ai mis un autre pour vraiment enfoncer le clou. Sixième principe, chacune des causes auxquelles un événement observé peut être attribué est indiquée avec d'autant plus de vraisemblance qu'il est plus probable que cette cause étant supposée exister, l'événement aura lieu. La probabilité de l'existence d'une quelconque de ces causes est donc une fraction dont le numérateur est la probabilité de l'événement résultante de cette cause et dont le dénominateur est la somme des probabilités semblables relatives à toutes les causes. Bon. Je ne sais pas ce que vous avez compris. Laplace s'intéresse au problème de la probabilité des causes, bon, sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais j'ai donné cet exemple surtout pour la question du langage, parce que finalement c'est bien écrit dans un texte impeccable au niveau français, et en même temps on fronce un petit peu les sourcils quand on lit ce principe. Alors, bon, parce que voilà, Laplace réussit ce tour de force tout de même de dire avec un texte ce qu'aujourd'hui on serait tenté de montrer par une formule. Et ça, c'est un exercice intéressant avec nos élèves. Déjà avec nous-mêmes, est-ce qu'on arrive à dire, nous, en texte, ce qu'on écrit avec des formules? Et est-ce que les élèves, eux, arrivent à dire en texte? J'étais surpris plusieurs fois, en faisant lire des textes mathématiques à des élèves, à quel point ils lisent mal les écritures algébriques. Donc du coup, ça m'interroge sur le sens qu'ils donnent à ce qu'ils voient. Par exemple, les exposants, vous voyez, ouais. L'autre jour, des étudiants, pour dire x au carré, ils disent x2. Alors bon, ça, c'est plus habituel, mais vous voyez, ils lisent tous les signes les l'un après les autres, mais sans distinguer leur rôle finalement dans l'équation, par le langage. Alors, ça, c'était le premier aspect des choses. Et puis il y avait un deuxième mot dans ce titre de Laplace qui était analytique. Alors ce que fait Laplace dans son ouvrage, en fait finalement c'est intéressant la façon dont il a structuré son ouvrage, parce que en fait son but c'est de montrer comment il va appliquer l'analyse à la théorie des probabilités. Alors l'analyse au sens de la théorie des fonctions, des dérivées, des primitives. Donc lui il va utiliser cette théorie, cette analyse pour résoudre des problèmes de probabilité, essentiellement pour pouvoir approcher certaines quantités, parce que quand on fait des probabilités, assez rapidement on a des expressions complexes avec des factoriels, des coefficients binomiaux, des puissances, et ça devient vite compliqué d'estimer la valeur des expressions qu'on a sous les yeux. Donc là il fait intervenir l'analyse, parce que lui n'a ni calculatrice ni ordinateur, il fait intervenir l'analyse pour arriver à obtenir des bonnes approximations de ces expressions.
Donc voilà, lui, d'un point de vue mathématique, ce qu'il a envie de montrer, donc c'est la moitié de l'ouvrage, c'est la théorie analytique, et ensuite il montre comment il applique ça à la théorie des probabilités. Et cette longue introduction d'une centaine de pages, finalement, vient se mettre là, un petit peu en plus, et montre comment il a aussi, finalement, dans le même ouvrage, constitué une théorie des probabilités, c'est-à-dire un ensemble cohérent de concepts, de propositions et de méthodes. Alors voilà alors, dans l'introduction toujours, Laplace explique un petit peu ce qu'il pense de cette application de l'analyse aux probabilités, ce qui est quelque chose de nouveau. Et voilà ce qu'il en dit. La langue de l'analyse, la plus parfaite de toutes les langues, est par elle-même un puissant instrument de découverte. Ces notations, lorsqu'elles sont nécessaires et heureusement imaginées, sont des germes de nouveaux calculs. Ainsi, la simple idée qu'eut Descartes d'indiquer les puissances par des lettres, en écrivant vers le haut de ces lettres les nombres qui expriment les degrés de ces puissances, a donné naissance au calcul exponentiel. Et Leibniz a été conduit par sa notation à l'analogie singulière des puissances et des différentiels. Alors, c'est très intéressant pour notre sujet ce qu'affirme Laplace. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que finalement, le choix des notations, le choix des signes qu'on a effectué pour transcrire notre pensée mathématique, ce choix de signes, comme on l'a évoqué en introduction, en retour, va générer des intuitions, des idées. Hein. Et donc, ce qu'il explique, c'est que le choix de Descartes de mettre les exposants, vous voyez, un petit peu au-dessus de la lettre à droite, quand on écrit x puissance n, on écrit x, et puis le petit n vient là au-dessus, finalement suggère de s'intéresser à la fonction, si vous voulez, dans laquelle on ferait varier le n. Vous voyez, ce serait plus x la variable, mais le n. Donc, et ça, c'est une fonction exponentielle. Les fonctions a puissance x, si x est la variable, sont les fonctions exponentielles. Donc là, il nous donne un exemple, et c'est intéressant qu'il le signale, d'un choix de notation qui, en retour, finalement, amène le mathématicien à avoir de nouvelles idées. Hein. Et il évoque aussi la notation employée par Leibniz dans le calcul différentiel, qui est le petit d, oui, le petit dy, qui vient désigner la différentielle de y. De la même façon, pour les différentielles successives, Leibniz les écrit en exposant. Hein. Donc la dérivée seconde, c'est d à exposant 2, vous voyez, parfois entre parenthèses. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça permet de calculer avec les différentiels comme on calcule avec les exposants. Et donc, par exemple, si vous différenciez un produit, vous allez vous retrouver avec les coefficients binomiaux. Hein, voilà, par exemple. Donc, voilà un exemple où, effectivement, le choix des signes, le choix du langage, eh bien, en retour, voilà, suggère des intuitions mathématiques. Voilà, alors j'en viens à ma dernière étape de ce petit voyage, avec donc le langage, la théorie des ensembles. Alors la théorie des ensembles, c'est une théorie qui a été conçue en premier lieu par Jörg Cantor à la fin du 19e siècle. Alors au 19e siècle, se posent beaucoup de questions autour des fondements des mathématiques. Hein. Pour diverses raisons. Par exemple, le 19e siècle voit la découverte des géométries non euclidiennes. C'est-à-dire que tout d'un coup, on réalise que notre bonne vieille géométrie euclidienne, finalement, ce n'est qu'un choix parmi d'autres. Il y a d'autres géométries possibles, et donc la géométrie euclidienne n'est pas plus vraie que la géométrie hyperbolique ou que la géométrie sphérique. Alors ça, ça perturbe beaucoup un certain nombre de mathématiciens parce que finalement on s'aperçoit que les choses qui nous paraissent absolument évidentes, hein, comme le fait que deux droites parallèles ne se rencontrent pas, hein, des choses qui paraissent aussi évidentes finalement peuvent être remises en question. Donc ça, vous voyez, donc ça crée un besoin de fondements des mathématiques qui soient des fondements finalement plus sécurisés, plus sécurisants. Hein. On s'aperçoit, voilà, en particulier que la géométrie élémentaire n'est pas un fondement qui s'impose de lui-même, puisque d'autres choix sont possibles. Voilà, donc la question des fondements traverse un petit peu tout le 19e siècle. Et donc, Jörg Cantor, dans le cadre de
de la question des infinis, crée cette théorie des ensembles. Alors la théorie des ensembles, le fondement de la théorie des ensembles, c'est la notion d'ensemble qui paraît à ce moment-là être une notion plus sûre finalement que les notions de la géométrie élémentaire. Voilà, alors un ensemble, je ne sais pas si tout le monde sait un petit peu ici ce que c'est qu'un ensemble, mais un ensemble, c'est des éléments. Voilà. Alors un ensemble à 4 éléments, vous voyez, donc peut être mis en bijection avec un autre ensemble à 4 éléments, et puis ça définit le nombre 4, etc. Ce que va faire Kolmogorov, c'est qu'il va essayer de fonder la théorie des probabilités sur la théorie des ensembles. Voilà ce qu'il écrit donc, en introduction à son ouvrage. La théorie des probabilités, en tant que discipline mathématique, peut et devrait être développée à partir d'axiomes exactement de la même manière que la géométrie et l'algèbre. Donc la géométrie a été développée de manière axiomatique par Hilbert autour des années 1900. Cela signifie qu'après avoir défini les éléments à étudier et leurs relations de base, et énoncé les axiomes qui gouverneront ces relations, tout autre développement doit être basé exclusivement sur ces axiomes, indépendamment de la signification concrète habituelle de ces éléments et de leurs relations. Alors ça, c'est intéressant, vous voyez, du point de vue du langage, encore une fois, ce qu'écrit Kolmogorov, il dit que bon, on peut utiliser des mots en quelque sorte du langage courant, mais il faut bien se défier de leur signification habituelle, de leur signification concrète. Ça c'est intéressant parce que ce que je me demande, ce qu'on peut se demander, c'est jusqu'à quel point c'est possible. Ce qu'on disait tout à l'heure, si on utilise des mots comme probabilité pour exprimer un concept mathématique, est-ce que ça marcherait aussi bien? Est-ce qu'on peut complètement oublier, vous voyez, les autres sens qu'a ce mot, l'imaginaire qu'il évoque, les situations dans lesquelles on le rencontre? Est-ce que tout ça, ce n'est pas aussi l'aliment de l'intuition mathématique? Vous voyez, les mots qu'on emploie en mathématiques, oui, ils ont d'autres sens, mais finalement, peut-être que c'est indispensable qu'ils aient aussi d'autres sens pour nourrir l'imagination. Alors là, évidemment, c'est pas du tout le propos de Kolmogorov, qui est dans une stricte application de la théorie des ensembles et qui cherche au contraire à se défaire le plus possible d'une signification qui n'aurait pas été bien circonscrite par le propos mathématique. Alors voilà à quoi ressemblent les axiomes de la théorie des ensembles appliqués aux probabilités. Donc soit E un ensemble d'éléments, xi, eta, zeta, que nous appellerons événements élémentaires, et F un ensemble de parties de E. Les éléments de l'ensemble F seront appelés événements aléatoires. Alors ça ressemble peut-être un petit peu plus aux mathématiques que vous avez appris à l'université tout d'un coup. Alors voilà, il faut respecter un certain nombre de conditions. Alors F est un champ d'ensemble, j'ai traduit ça comme ça. Ça signifie que c'est stable par intersection, par réunion par exemple. F contient l'ensemble E. Troisième chose, à chaque ensemble A de F est associé un nombre réel positif P de A. Ce nombre P de A est appelé la probabilité de l'événement A. Donc la probabilité de l'événement E est égale à 1. Voilà, ici A et B n'ont aucun élément en commun, alors P de A plus B, plus désignant la réunion, égale P de A plus P de B. Donc plus désignant l'opération arithmétique. Voilà, bon, ça c'est des choses auxquelles on est plus habitués nous. On voit que c'est un langage de nature très différente de ce qu'on a vu auparavant, c'est très sec. Bon. Alors ce qui est intéressant, c'est que Kolmogorov va proposer une sorte de dictionnaire. C'est-à-dire qu'il va proposer de traduire les expressions formulées dans le cadre de la théorie des ensembles en des expressions formulées dans le cadre des probabilités. Vous voyez, à un moment donné, là, il donne des traductions d'un certain nombre d'expressions, comme s'il y avait... Vous voyez, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux langages. En fait, il y a un langage de la théorie des probabilités, puis il y a un langage de la théorie des ensembles, et on peut traduire l'un dans l'autre. Donc voilà, par exemple, le petit 1, A et B ont une intersection vide. Donc, vous voyez que l'intersection est marquée comme le produit, là. Ben, ça se traduit en théorie des probabilités par les événements A et B sont incompatibles. L'ensemble complémentaire à barre se traduit par l'événement contraire à barre, consistant à la non-occurrence de l'événement A. Voilà. Donc il y a
Voilà, une traduction possible. Donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dispose en mathématiques de plusieurs langages finalement, et que on peut utiliser l'un ou l'autre un petit peu suivant ce qu'on a besoin de faire, c'est ce qui est le plus approprié. Et puis là, on a des possibilités de traduire d'un langage dans l'autre. Voilà. Alors en conclusion de cette présentation, donc ce que je voulais montrer, c'était essentiellement deux choses. Du point de vue de l'histoire des probabilités, on a une organisation intéressante, très intéressante, et y compris d'un point de vue pédagogique. C'est-à-dire qu'on part d'une première situation où on a un problème. On a ce problème des parties. Puis on a deux mathématiciens là, qui proposent des solutions de ce problème. Et puis, Bernoulli se dit, oui, mais moi j'ai envie d'étendre ce qu'on fait là en calcul en calcul des jeux de hasard. Moi j'ai envie de ça, vous voyez, il le transfère à un autre champ. Moi j'ai envie de le transférer à la vie réelle. Donc ça l'amène à penser, est-ce qu'on pourrait finalement parler de probabilité dans des situations où on ne sait pas dénombrer le nombre de cas favorables et le nombre de cas défavorables, hein. Donc il étend cette notion de probabilité, ce qui l'amène à se poser des questions et ce qui l'amène à formuler et démontrer un théorème, et à construire un concept de probabilité. Un peu plus tard, on a vu que Laplace s'emploie à essayer de circonscrire un domaine, une théorie, hein, et donc à formuler un certain nombre de principes, c'est-à-dire à définir des concepts et à définir les méthodes qui permettent de penser et de travailler avec ces concepts. Et puis, en dernier lieu, bien, Kolmogorov a repris tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'ouvrage de Kolmogorov, il n'y a plus de problème. Vous voyez ? Alors, jusque-là, dans les ouvrages de probabilité, il y a toujours beaucoup de problèmes. Donc, on montre sur les problèmes que ce qu'on propose, c'est drôlement efficace. Là, chez Kolmogorov, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus que des théorèmes, justement. Et la théorie est reformulée dans le cadre de la théorie des ensembles, dans le but d'essayer d'épurer au maximum cette théorie des probabilités, dans le but de limiter au maximum la part d'intuition, de tout ramener à des démonstrations logiques qui se fondent sur la théorie des ensembles. Donc ça, c'était un premier aspect de la présentation. Un deuxième aspect de la présentation, voilà, c'est qu'on a regardé un petit peu ces relations entre mathématiques et langage. Donc, moi, ça m'a permis de préciser finalement le fait que les langages mathématiques donc, répondent à un besoin de formuler une pensée, voilà, avec des signes, quelque chose qui puisse être retranscrit, qui puisse être écrit, hein, que les choix de langage, il y a plusieurs choix de langage possibles. On a vu le calcul littéral, on a vu le texte avec des mots, hein. On a un petit peu vu des tableaux, on pourrait imaginer aussi des schémas. Aujourd'hui, on enseigne beaucoup les probabilités avec des arbres, par exemple. Vous voyez, mais par exemple, j'ai découvert que l'arbre, c'est un outil assez récent en probabilité. C'est quelque chose qui n'apparaît pas avant la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà, et ces langages peuvent être créés dans le cadre d'une théorie ou d'un champ de problème, et finalement gagner en autonomie jusqu'à être totalement autonome et s'appliquer finalement dans d'autres cadres. Quitte à éventuellement à produire des traductions, voilà, d'un langage dans l'autre. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Ah oui, il y a Bianca qui va vous distribuer merci Bianca, des bibliographies, des ouvrages que j'ai utilisés là pour. Oui. C'est ce que fait Fermat.
Ouais. Ah, c'est une bonne question. Mhm. Donc, sa question, c'est de dire finalement, quand il y a 2 à 1, il y en a un qui a deux parties et l'autre une, donc on peut répartir les gains à 2 contre 1, quoi, 2 tiers, 1 tiers. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que cette solution-là n'est pas retenue? Je n'y ai pas réfléchi. Euh, oui. Donc voilà, on pourrait en discuter. Donc la réponse qui est faite, c'est finalement à 2-0, c'est pas satisfaisant parce que c'est répartir, donner 100%. En fait, d'ailleurs, dès qu'il y en a un qui a 0 et pas l'autre, ça revient à donner tous les gains à celui qui n'a pas 0. Donc même à 1-0, s'il fallait en gagner en 10 parties, on donnerait tous les gains à une seule personne. Alors que tu étais sûr de gagner, quoi. Alors, je peux faire deux réponses à cette question. Donc, oui, je sais pas si. Donc, il joue au calcul mental avec sa fille, hein, de 3 ans. Il pense qu'il peut gagner. Et il est à 3-0, il est sûr d'arriver à 5-0, et donc à 3-0, il est très embêté de partager les gains, alors qu'il estime que. Voilà. Donc la question qui est posée, c'est effectivement, est-ce qu'on prend en compte l'habileté respective des joueurs? Alors, euh, alors, non mais oui, c'est un jeu de hasard, mais dans bien des jeux de hasard, l'habileté du joueur est de toute évidence, comment dire, partie prenante. Euh, En fait, justement, ce qui est intéressant là, à mon avis, c'est qu'on se place dans un cadre qui est abstrait, justement. On imagine un. En fait, d'ailleurs, vous voyez, Pascal ne nous dit même pas à quoi on joue. Hein, on est bien dans quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir à quoi il joue, et on considère que les habiletés des deux joueurs sont exactement égales. Donc, c'est-à-dire que de mon point de vue, on a bien affaire à un problème de mathématiques, c'est-à-dire à quelque chose qui n'est pas la vie réelle, mais qui est abstrait, tiré de la vie réelle, mais qui est formulé en termes d'idées et sur lequel on va raisonner. Voilà. Ça, c'est une première réponse. Oui, je sais pas si ça te. Hmm. Ouais, comment ça par cette solution-là? C'est-à-dire. Hmm. Hmm. Merci. Non. Enfin, alors, oui. Hmm.
C'était la conférence de l'année dernière, mais tu n'étais pas là, oui. euh, euh, en fait, ce sont les auteurs de mathématiques qui écrivent ça. Hein. C'est pas, par exemple, il y a un Jacques Pelletier du Mans qui écrit au XVIe siècle, justement, il dit les nombres irrationaux, qui s'appellent aussi les nombres sourds. Les nombres irrationaux ou rationnels, il appelle les nombres sourds parce que les nombres qu'on ne peut pas dire. Parce que au XVIe siècle, on n'a trouvé aucun nombre dont le carré est 2. Hein, on n'a trouvé aucun nombre dont le carré est 2. On l'a pas trouvé. En tout cas, si tu veux, on n'est pas satisfait par cette écriture racine carrée de 2, au sens où on a le sentiment qui nous échappe un petit peu. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que de pas savoir. C'est pas mon sentiment personnel, c'est le sentiment des auteurs de cette époque. Ils ont le sentiment de ne pas savoir dire ce qu'est ce racine de 2, quel est le nombre dans le carré vaut 2. Alors, néanmoins, pourquoi est-ce qu'ils l'écrivent s'ils ne savent pas ce que c'est? Ils l'écrivent parce que ça marche drôlement bien. Et en fait, Jacques Pelletier donne deux réponses. C'est-à-dire qu'il dit d'un côté, ces trucs-là, on ne sait pas ce que c'est, il faut bien s'y résoudre. Bon. Mais d'un autre côté, il y a deux choses. Il donne deux arguments en faveur des nombres irrationnels. Il dit d'abord, ça permet de résoudre des problèmes. Ben oui, si je veux un carré d'R2, le côté, c'est racine de 2, c'est bien. Donc, finalement, ces objets, dans le contexte de ce soir, on peut dire ces objets de la pensée, voilà, auxquels on a attribué un signe, permettent quand même de résoudre des problèmes. Et la deuxième chose que dit Jacques Pelletier, il dit j'arrive très bien à calculer avec. Par exemple, il montre que racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine de 6. Que racine de 2 au carré, ça fait 2. Et donc, il dit je calcule avec aussi bien qu'avec les nombres rationaux. Donc, pourquoi les exclure du domaine des nombres, hein? Donc, voilà les arguments que, par exemple, que donne Jacques Pelletier. Bon, on ne sait pas dire qu'il y a racine de 2, mais ça résout des problèmes et ça marche très bien quand on calcule avec. Donc, acceptons-les. La question de l'existence, en fait, formulée comme ça, la question de l'existence, c'est quelque chose, c'est très contemporain comme conception des choses. Mais bon, la plupart du temps, les mathématiciens voient les choses un petit peu comme ça. Hein, mais en réalité, dans l'histoire des mathématiques, les mathématiciens ont toujours utilisé des objets dont ils ne comprenaient pas très bien ce que c'était, hein, et ça ne les a pas forcément... peut-être que ça les dérangeait, mais enfin, en tout cas, ils ont accepté, et parfois pendant longtemps, de manipuler des idées, qu'ils n'étaient pas capables de fonder de façon satisfaisante. Mais en fait, on observe souvent, bon, je ne veux pas évidemment faire un schéma, mais on observe souvent des allers-retours un petit peu entre des périodes plus heuristiques, c'est-à-dire on manipule les objets sans vraiment être capable de fonder leurs propriétés, etc., et leurs définitions. Et puis des phases, comme j'ai cité tout à l'heure, par exemple la théorie des ensembles, voilà, des phases où on dit attendez, oh là là, il faut mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc c'est ce que fait Cauchy en analyse au début du 19e, c'est ce que fait Hilbert en géométrie en 1900, etc. Voilà, il y a un petit peu deux types de moments, des moments plus heuristiques et puis des moments où on travaille davantage sur les fondements. Mais après, on peut aller plus loin dans ce débat, c'est-à-dire qu'on peut, comme on est beaucoup de professeurs de mathématiques là, je pense, on peut aller plus loin. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire à un élève de 6e, racine de 2, c'est le nombre dont le carré vaut 2, voilà. Est-ce qu'on peut lui dire ça? Ou est-ce qu'il n'y a pas besoin de se poser la question ensemble? Mais il y a des nombres dont le carré vaut 2, prendre le temps de ne pas en trouver, ouais, etc. Mmh. Exactement. Oui. Ce que me répond Ruy, c'est que finalement,
On dit aussi aux élèves de primaire que alors les élèves de moyenne section et les nombres c'est 0, 1, 2, 3, 4. Hein, et puis tout d'un coup en CM1, en CE2, CM1, et il y a des nombres qui apparaissent entre ces nombres-là. Et ça chamboule tout parce qu'avec ces nouveaux nombres n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés, etc. Mm. Oui, et le carré d'un nombre est toujours positif. Voilà. Mais en fait, le concept de nombre n'est pas du tout un concept figé et comment dire, et univoque. Pas du tout. En fait, le concept de nombre ne cesse de changer au fur et à mesure de la scolarité. Il y a les nombres entiers à la maternelle, puis les nombres décimaux au cycle 3, les nombres fractionnaires, les nombres irrationnels, les nombres complexes. Et puis si on fait des mathématiques, ben, des nombres encore plus abstraits, si je puis dire. Donc le concept de nombre n'est pas du tout un concept figé et univoque, pas du tout. Je connais pas du tout les mathématiques chinoises. Il y a des mathématiques chinoises, il y a une production importante, mais je ne la connais pas. Euh,
Alors, la question que pose Alban, c'est celle du choix des mots en mathématiques, hein, et que finalement, tu remets en cause un petit peu. Enfin, ce choix ne va pas de lui-même. C'est-à-dire que le mot réel pour désigner les nombres réels, finalement, ne va pas de soi, quoi. Donc, comme on a vu tout à l'heure, effectivement, le sens qu'on attribue au mot en mathématiques n'est pas le sens qu'il a dans le langage courant. Donc, avec le mot réel, effectivement, c'est clair. Comment est-ce que les mathématiciens choisissent des mots? On a un petit peu vu là avec le mot probabilité, hein, on a vu comment finalement ce mot peut-être s'est imposé dans la mesure où c'était une facette du concept qu'on était en train de construire, digne d'approbation. Bon, mais il a été retouché. Alors on pourrait certainement faire tout un travail. Là, c'est ce que tu proposes, c'est finalement un petit peu un programme de recherche. On pourrait faire un travail là-dessus pour essayer de regarder au plus près comment les mathématiciens font des choix de mots. Hein, parce que parfois, par exemple, on voit dans l'histoire qu'il y a plusieurs mots qui ont été utilisés pour une même notion, ou en tout cas pour ce qu'on pourrait pour des notions très proches, et que finalement l'histoire décide de garder l'un ou de garder l'autre, par exemple. Hein. Je disais tout à l'heure les nombres sourds, par exemple, pour les nombres irrationnels. Bon, celui-là n'a pas survécu. Bon, voilà, j'aime bien des fois donner à mes élèves l'exemple de la baisante, qui était utilisée pour désigner la tangente. Bon, c'est la tangente qui a survécu. Bon, bon. Après, effectivement, c'est assez rare qu'on voit apparaître des mots créés de toutes pièces. Il y a un exemple qui me vient en tête, c'est le livre de Girard Desargues, qui est considéré parfois comme le premier traité de géométrie projective, en 1639, et dans lequel il introduit beaucoup de mots nouveaux. Rameaux, nœuds, branches, arbres, il y a tout un panel de mots nouveaux là pour faire effectivement de la géométrie des coniques d'une manière complètement nouvelle, et c'est extrêmement difficile à lire en fait. C'est très difficile d'arriver à absorber trop de vocabulaire nouveau. C'est très très difficile à lire. Alors que si ce sont des mots qui ont déjà un sens, qui ont déjà une résonance, qui sont finalement assez proches du concept mathématique dont on voudrait qu'il le désigne, ça facilite quand même beaucoup, je trouve, la compréhension. Cette question, ça me fait penser aussi à la réforme des mathématiques modernes, par exemple. On disait plus droite, on disait espace affine de dimension 2 ou dimension 1. Bon. Les élèves de 6e, ça l'a pas fait. Hein, parce que droite, malgré tout, même sans avoir fait de géométrie, droite, voilà, ça porte déjà une représentation sur laquelle on peut s'appuyer pour construire le concept mathématique. Hein, espace affine de dimension 1, voilà. C'est moins parlant tout de suite. Ah oui. Les bourbakistes avaient une boîte à mots. Hmm. Je sais pas. Ah oui, il n'y a pas de probabilité dans Bourbaki. Hmm. Là, tu vois, on a vu quand même plusieurs grands mathématiciens qui ont étudié les probabilités. Oui. Si, c'est drôlement intéressant ce que tu proposes. Hein, ce qu'il propose, c'est de regarder les choix de mots dans d'autres langues. Et donc, bien sûr, sans aucun doute que les mots qui sont choisis dans d'autres langues
désigne d'autres concepts dans le langage courant que ceux que, voilà, tu m'as compris. Et ça, oui, certainement que ce serait extrêmement intéressant et que ça permettrait notamment de comprendre qu'on pense quand même un petit peu différemment les mathématiques dans une autre langue. Oui, c'est très intéressant ça. Mais il y a peu de... Bah quand même. Bah ça fait pas mal de langues l'Europe déjà. Allemagne, Angleterre, Portugal, Espagne. Oui. Non, mais même indépendamment du fait qu'il y ait des mathématiciens ou pas, on peut prendre un manuel de lycée, regarder comment est-ce qu'on traduit droite, comment est-ce qu'on traduit inconnu, comment est-ce qu'on traduit espace, etc. Bon, ça serait très intéressant. Ouais. Bien. Pas d'autres questions? Merci. Bonne soirée.